Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show sur la chaîne Texama. Comme d'habitude, pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. On a pas mal de sujets de cette semaine-ci, notamment pas mal de news niveau carte graphique, même si ça reste compliqué au niveau stock. Nous avons aussi des news au niveau de Google et de son Pixel 6 et de leur fameux processeur custom qu'ils vont faire eux-mêmes. Peut-être un peu de concurrence face à Apple. J'y crois pas trop, mais on verra bien. Et nous avons aussi des news au niveau du processeur que voulait faire Samsung avec AMD. Donc ça devrait être plutôt intéressant. Du coup, commençons tout de suite. Donc justement, première news concerne le Pixel 6 qui s'est leaké sous forme de rendu. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses à déballer, on peut le dire. Notamment le design qui est beaucoup plus moderne par rapport aux autres Pixels. Ça c'est sûr. Google, selon moi, a toujours été 2 ans en retard en termes de design sur les pixels. Genre, la notch, ils gardaient une notch pendant des années, un petit peu à la Apple. Ils avaient une bordure d'écran très épaisse. Quand ils avaient un trou aussi pour la caméra, ils avaient un trou pas très petit. Il y a la comparaison notamment ici avec le Note 20, le Pixel 5 et le Pixel 6, en tout cas le rendu. Et comme vous pouvez voir, genre le trou était assez énorme. Pour information, c'est plus quelque chose que vous voyez sur des téléphones milieu de gamme où vous avez... pour réduire les coûts, ils prennent moins de risques. Ils font un trou plus grand pour être sûr que ça passe. Donc là, on a un trou beaucoup plus petit, même un petit peu plus petit que la Note 20. Donc ça indique que c'est clairement un écran beaucoup plus récent et qui requiert plus de savoir-faire au niveau design. On a aussi du coup un design qui est très particulier, déjà en termes de couleur, mais aussi en termes juste de pur design, bien que ça me fait assez bien penser à Google. Moi, genre, ça fait très Google, honnêtement. Ça fait un petit peu genre bonbon, donc ça rappelle les versions d'Android. Il y a aussi ce design à plusieurs couleurs qu'aime bien faire Google, donc ça ne m'étonne pas vraiment. Il y en a qui vont certainement critiquer d'ailleurs ce module caméra qui dépasse énormément. Certains disent que c'est peut-être mieux de justement repousser la bordure ici en vert et de faire quelque chose de totalement plat et mettre une plus grosse batterie. Personnellement, si la batterie n'est pas très grosse, je serais du même avis. Après, si la batterie est déjà pas mal grosse, rajouter de l'épaisseur peut aussi rajouter beaucoup de poids. Et ça, il y a des gens qui n'y pensent pas. Mais un téléphone au-dessus de 200 grammes commence à être très lourd pour les gens, au point même que c'est inconfortable de le tenir. Même si vous êtes musclé ou autre chose, c'est juste inconfortable. Donc, avoir un téléphone équilibré au niveau poids est très important. Il faut aussi l'équilibrer d'ailleurs au niveau de là où est le poids. Donc ça pourrait permettre techniquement. Vous voyez qu'avec un module caméra comme ça, peut-être qu'il y a trop de poids en haut du téléphone, donc il faut faire attention. C'est le cas notamment... J'ai vu un téléphone gaming récemment. C'était quel téléphone? J'ai vu un téléphone qui était totalement déséquilibré au niveau du poids. Au point même... je me souviens, c'est le Xiaomi Mi 11 Ultra, donc le Mi 11 Ultra. Il est totalement déséquilibré au niveau du poids. Genre, le module caméra est tellement lourd qu'il tombe de lui-même. Donc, c'est pour dire qu'il faut faire attention. Mais bon, un dernier truc aussi que les gens ne pensent pas avec un tel module caméra, c'est que la plupart, et c'est vraiment là, c'est confirmé, c'est plus de 50% des gens utilisent une coque pour leur téléphone. Et quand vous utilisez une coque, le truc, c'est que cet espace laissé est rempli par la coque, en fait. Et du coup, le module caméra dépasse juste un petit peu de la coque. Et genre, ça fait un design plus complet avec la coque. Comme ça, c'est genre assez plat, en fait. Donc, comme la plupart des gens utilisent des coques, c'est peut-être un design préférable. Parce que si c'est plat et que vous mettez une coque par-dessus votre téléphone, vous allez avoir un renfoncement pour votre module caméra qui va capturer plus facilement des poussières, qui va aussi peut-être faire en sorte qu'il faut faire attention avec le module grand angle. Il ne faut pas que le module grand angle voit le bord de votre coque, ce serait un petit peu bizarre. Il y en a qui vont d'ailleurs mal interpréter ce que je dis avec le mot coque, je le sens. Bref, dans tous les cas, il faut voir la batterie sur ce téléphone. S'il y a une batterie de 3500 mAh, ouais, là, ils auraient dû l'épaissir. S'il y a une batterie de 4200, 4500, ça va encore, il faut rester honnête. Du coup, il y a aussi un dernier truc que je vois aussi avec ce module caméra, c'est comme il est tout le long du téléphone, vous n'avez pas le désavantage d'un téléphone où il est déséquilibré, où genre vous avez un module caméra énorme d'un côté et rien de l'autre, et du coup, genre, vous le mettez sur une surface plate, et ça fait tac, 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 comme ça. Très embêtant. Donc là, vous n'aurez pas le problème, évidemment, parce que c'est plat. Donc, c'est peut-être préférable. Et du coup, ouais, c'est à peu près tout au niveau du design. Il y a le capteur d'empreinte sous l'écran, comme vous pouvez voir. Donc, au final, un smartphone assez moderne
est assez unique en termes de couleurs. C'est déjà des couleurs qu'on avait vues pour information lors de précédents previews de Android 12, il me semble, où on voyait le fait que Android 12 pourrait s'adapter à la couleur de votre fond d'écran. Et du coup, ça semble assez bien suivre ça. On avait déjà vu exactement les mêmes couleurs. Tout le monde ne sera pas fan, mais tenez compte que vous pourrez certainement personnaliser et qu'il y aura certainement des versions différentes niveau couleur. Maintenant, le dernier truc important que les gens vont se demander avec ce Google Pixel 6, ben, c'est le processeur. En général, Google n'est pas du genre à avoir les meilleurs smartphones en termes de pur spec. Leur processeur suit assez bien parce qu'ils prennent un Qualcomm, mais même avec le Pixel 5, je vous rappelle, ils étaient retournés avec un Snapdragon 765G qui n'était pas le plus performant. Il était suffisant, mais le problème c'est si vous mettez un 765G dans un téléphone qui coûte 350 €, ça va, no problème. Si vous le mettez dans un smartphone qui coûte plus de 500 €, là ça devient un problème. Et c'est ce qu'a fait Google évidemment. Oui, ils ont une très bonne photo, Google, mais si le reste des specs derrière est un peu bah, ça compense pas selon moi. Donc là, il faudra voir. Ils vont utiliser leur propre processeur qu'ils font eux-mêmes, ce qui pourrait éventuellement apporter des très bonnes performances ou juste faire économiser beaucoup d'argent à Google et ils continueront de charger le même prix. On ne sait pas, on verra bien. Pour ceux qui se demandent, est-ce que Google a de l'expérience dans le design de processeurs? Ils ont déjà designé des processeurs pour information pour encoder des vidéos notamment. Enfin, c'est plus des processeurs un peu qui ressemblent à des cartes graphiques pour YouTube. Ils ont déjà fait aussi des processeurs pour héberger tout ce qui est leur infrastructure web, vu qu'ils font beaucoup justement de cloud. Je pense que vous devez le savoir. Et du coup, ils ont leur propre processeur. Donc, ils ont techniquement de l'expérience. Mais il faut voir si cette expérience se traduit par un très bon processeur mobile. Peut-être qu'ils vont juste reprendre le design de base d'ARM, comme tout le monde peut faire. Hein. Même vous pouvez aller prendre le design d'ARM et juste un peu le tweaker et puis le faire fabriquer par quelqu'un. Ben, peut-être qu'ils vont juste faire ça. Ils vont un petit peu tweaker, dire « Oh, ok, ça, on va mettre un petit peu plus de cache ici, ce genre de choses. » Et essayer de tweaker un peu les performances pour en avoir un petit peu plus par rapport au design d'ARM. Mais après, derrière, ce sera basiquement le même. Hein. Ça, il faudra voir. Est-ce que ça va être plus performant qu'un Qualcomm? Est-ce que ça va être mieux intégré à l'OS, justement, de Google, vu que c'est leur propre processeur? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les autres fabricants de processeurs? Hein? Je pense que ça devra aller, mais peut-être que Google va faire du favoritisme pour leur propre processeur. On ne sait pas. On verra bien. Une chose est sûre, ils essayent de concurrencer Apple avec ça. Mais il faudra voir si ça se traduit par quelque chose d'intéressant. Il faudra voir aussi le prix. Ça, c'est le plus intéressant, je pense, parce que les Google Pixel n'ont jamais été très peu chers, à part quand ils sont sortis depuis des mois et qu'ils ont du mal à les vendre et qui, du coup, là, ils font des méga promotions. Mais sinon, à leur sortie, ils ont tendance à être même très chers par rapport à la concurrence pour des specs souvent moins intéressants. Donc, il faudra voir. Ensuite, on a toujours une news niveau smartphone, et ça concerne Xiaomi, qui a enfin réglé ses problèmes avec le gouvernement américain. Je vous rappelle que, comme un peu Huawei, le gouvernement américain s'était intéressé à ce que fait Xiaomi au niveau justement de leur smartphone et tout ça, un petit peu de l'espionnage en tout genre. Huawei avait été accusé évidemment de vendre des technologies, ou plutôt de vendre des technologies à des gouvernements qui ne pouvaient pas. Ils avaient aussi été accusés d'espionnage en tout genre. Xiaomi avait eu un petit peu le même truc au niveau espionnage et les gens avaient peur qu'ils aient le même ban que Huawei qui a, selon moi, assez bien détruit tout le momentum qu'avait Huawei jusqu'à maintenant, qui était passé deuxième vendeur de smartphones au monde, hein, il faut le rappeler, et qui maintenant est genre 3-4e. Ils tiennent encore bon, mais les craquelures commencent à apparaître. Ils ont tenu bon aussi parce qu'ils ont vendu des anciens modèles. Du coup, comme c'était un modèle qui existait déjà avant le ban, ils pouvaient toujours le vendre avec Android dessus, genre tout Android, y compris le Play Store. Donc ils ont refait une version update de ça. Mais bon, du coup les gens avaient peur avec Xiaomi, mais finalement ça va pas se faire. C'est peut-être dû au changement de gouvernement aussi. Je vous rappelle qu'il y a un nouveau président américain cette année-ci. Dans tous les cas, Xiaomi ne devrait pas être en tout cas banni au niveau justement de l'US et aussi de pouvoir utiliser des technologies américaines. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça ne change pas le fait que selon moi, on devrait quand même
toujours vérifier qu'il n'y ait pas des problèmes avec Xiaomi et même les entreprises américaines, parce que c'est pas la première fois qu'il y a une entreprise américaine qui prend des libertés, on va dire, au niveau de justement, la liberté des données des gens, hein, genre, oh, je vais partager les données avec, je sais pas moi, n'importe qui. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera. Mais une chose est sûre, si vous aviez peur que Xiaomi se fasse bannir comme Huawei, c'est pas le cas. D'ailleurs, pour la situation avec Huawei, je fais une petite update là-dessus. Donc, si vous vous souvenez, j'avais oublié que Huawei avait vendu Honor, qui est leur, en quelque sorte, sous-marque moins chère. Bon, je pense ils sont toujours liés, mais bon. Dans tous les cas, Honor peut, eux, toujours utiliser le Play Store et tout ça. Mais Huawei est toujours interdit d'utiliser le Play Store. Pour information, il n'y a pas encore de vraiment grosse update pour le moment. Ça semble être en cours au niveau des restrictions, peut-être d'avoir quelque chose qui évolue. Mais pour le moment, rien n'a changé. Même avec la nouvelle administration américaine, le ban de Huawei est toujours en place. Ensuite, on en arrive à une news au niveau de justement Samsung et son processeur fait en coopération avec AMD. Donc ici, avoir un processeur Samsung ARM et une partie graphique AMD, c'est évidemment quelque chose qui intéressait beaucoup de gens, notamment moi, parce que je trouve qu'au niveau smartphone, tout est dans le CPU. Genre, à chaque fois que vous voyez des présentations de nouveaux smartphones, ils disent oui, le processeur est X% plus performant, et puis le GPU, ça passe un peu en deuxième truc. Ils disent quand même qu'il est plus performant, mais c'est jamais celui qui a le plus gros boost de performance. Alors que le processeur graphique, genre dans les PC fixes, ça devient de plus en plus important. Cette vidéo que vous regardez a été encodée par ma carte graphique. J'ai enregistré avec ma carte graphique aussi. Vous accélérez le rendu, ou plutôt le décodage de cette vidéo avec votre carte graphique dans votre smartphone ou votre PC fixe ou PC portable. C'est pour dire à quel point les GPU maintenant, c'est hyper important. Et pourtant, dans les processeurs mobiles, c'est toujours CPU, 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 CPU. On met la priorité au CPU. Donc c'est un petit peu bizarre selon moi. Et du coup, j'attendais avec pas mal d'impatience ça. Donc ce partenariat arrive. Il devra arriver en fin d'année normalement, comme ils avaient prévu 2021, si vous vous souvenez. Évidemment, ils ont été un petit peu retardés avec tout ce qui se passe. Et du coup, on a eu plus d'informations, dont une information qui était problématique, on va dire. Parce que dans le message du rapport, justement, ils disent que, justement, Samsung veut dévoiler leur processeur Premium Exynos qui sera utilisé dans des ordinateurs portables ainsi que des smartphones pour la seconde partie de l'année, donc après certainement l'été de 2021, ça semble logique. Et le plus important, c'est la deuxième partie du message où ils disent que les processeurs, ou plutôt oui, les processeurs Exynos pour laptop, donc ordinateur portable, utiliseront une partie graphique qui a été développée en coopération avec AMD. Mais du coup, ils parlent laptop. Ils ne disent pas forcément si ce sera dans les smartphones. Et donc, apparemment, dans un premier temps, ce partenariat concernerait juste le fait de faire un processeur ARM pour laptop avec une partie graphique AMD. Et peut-être plus tard, la même chose pour smartphone. Donc là, personnellement, mon intérêt est passé de là à là, plus ou moins, au niveau du sol même, parce que, on va être honnête, processeur ARM pour laptop, à part Apple qui gère très bien, le reste, ça me désintéresse au plus haut point. Genre, Windows sur processeur ARM, c'est très bof. C'est vraiment très bof. Microsoft a essayé de le faire eux-mêmes avec leur propre processeur. C'est pas génial, franchement. Du coup, le fait que Samsung le fasse, ça me rassure pas plus. Parce que, soyons honnêtes, si Microsoft a déjà du mal, alors que c'est eux qui développent Windows, imaginez à quel point Samsung va avoir du mal derrière. Donc, ça me fait assez bien peur de voir ça comme information. Parce que, du coup, ça diminue totalement l'intérêt d'avoir justement ce processeur qui existe, parce que moi je veux ce processeur dans un smartphone. C'est là où il sera le plus intéressant. C'est là où peut-être Samsung pourrait faire vraiment un smartphone gamer, parce que quand vous voyez tous les smartphones gamers, les différences des smartphones gamers par rapport au smartphone normal, c'est jamais au niveau de ce qui fait tourner le jeu au final. C'est surtout au niveau de est-ce qu'il est mieux refroidi, est-ce qu'il a un plus grand écran, est-ce qu'il a plus de batterie, mais c'est jamais est-ce qu'il a un meilleur GPU. Alors que la différence entre un PC de jeu et un PC de bureau normal, de bureautique par exemple, c'est souvent la carte graphique justement. Donc,
moi, je m'attendais à quelque chose où, oui, Samsung pourrait faire justement un Galaxy G, peut-être, pour gaming. Je sais pas s'ils ont déjà utilisé la gamme G, mais ça pourrait être intéressant, hein, franchement, s'ils le font bien et qu'ils ont vraiment un processeur avec une meilleure partie graphique. Mais bon, là, semblerait, selon ce rapport, ce ne sera pas le cas. Donc, on verra bien, mais ça me fait un petit peu peur, personnellement. Prochaine news qui concerne IBM ici, ils ont créé la première puce gravée en 2 nanomètres, donc on reste toujours oui, dans les processeurs ici en termes de news, ma foi. Du coup, c'est assez impressionnant parce que, voilà, à peine quelques années, on ne se doutait même pas qu'on pourrait descendre aussi bas en termes de gravure. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, vous prenez du silicium qui s'appelle silicone en anglais. C'est un faux ami, ne vous faites pas avoir. Je me suis déjà fait avoir par le passé, mais c'est du silicium. Vous gravez un processeur dessus avec un processus de gravure qui est assez complexe pour information. Et du coup, la façon dont vous mesurez cette gravure, bien souvent, parce que vous allez entendre des entreprises qui vont dire « Oui, notre processeur est gravé en 7 nanomètres, en 8 nanomètres », bien souvent, c'est soit la taille d'un transistor, soit la distance entre 2 transistors, la largeur d'un transistor. C'est très variable. Donc, en fait, quand on vous dit « Cette puce est en 7 nanomètres et cette puce est en 8 nanomètres », vous ne devez pas vous dire « Oh, 7, c'est meilleur que 8 ». Parce qu'en réalité, aussi bien, la 8 nanomètres est peut-être plus petite en fait, en termes de taille, et peut-être à plus de transistors justement par millimètre carré. Donc, yep, les nanomètres, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Tenez-en vraiment compte. Mais quoi qu'il arrive, 2 nanomètres, c'est extrêmement impressionnant parce que c'est extrêmement petit. Pour information, déjà en 7 nanomètres, un transistor sur votre processeur fait à peine quelques atomes. Genre, il est composé de quelques atomes à peine. Donc ça veut dire que si on descend à 2 nanomètres, on n'a presque plus rien en fait. La limite physique qu'on atteint maintenant, c'est qu'un transistor, ce sera un atome de silicium justement. Donc on ne pourra pas aller plus bas, parce que ce sera juste pas possible, forcément. Et donc, il y a à peine quelques années, on se disait, genre, on ne pourra jamais dépasser le 5 nanomètres, et maintenant on est en 2 nanomètres. Donc c'est évidemment en plus un proof of concept ici de la part d'IBM. Ils sont très dans ce genre-là. Ils fabriquent quand même des processeurs, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est plus dans le domaine professionnel. Donc, vous ne verrez pas un smartphone avec une puce IBM de sitôt, mais c'est quand même impressionnant à voir. Vous avez toujours aussi TSMC qui fabrique pour Apple et notamment aussi Qualcomm, je vous rappelle, qui eux ont un processus de gravure 3 nanomètres qui arrive bientôt et qui devrait être utilisé par la prochaine puce Apple, peut-être la M2 ou voire autre chose. Pour vous, juste vous resituer encore une fois, pour ceux qui se disent « Oh, genre, par exemple Intel, ils ont du 10 nanomètres en ce moment, ça doit être beaucoup moins bien que du 7 nanomètres. » Bien, selon leurs chiffres, évidemment c'est selon leurs chiffres et selon les calculs, une puce Intel en 10 nanomètres a une densité de transistors. Donc les transistors, c'est évidemment ces petites choses dans les processeurs qui peut être prendre 2 états possibles. Donc soit ils sont en état 1, soit en état 0. Et ça permet de faire tous les calculs dans votre ordinateur. Mais dans les puces en 10 nanomètres d'Intel, vous avez 100 millions de transistors par millimètre carré. Donc vous prenez 1 mm sur 1 mm, ça fait 1 millimètre carré, vous avez 100 millions de transistors là-dedans. Énorme. Mais pour une puce gravée par TSMC pour Zen 3, donc AMD, en 7 nanomètres, vous avez 91 millions de justement transistors par millimètre carré. Et du coup là, vous pourriez vous dire, hey, c'est pas la même... Enfin genre, AMD devrait pas être mieux en réalité, parce qu'ils sont avec un processus de gravure plus petit. Et la réponse est oui, mais pas forcément, parce qu'encore une fois, la façon dont on mesure la gravure est très différente d'un fabricant à l'autre. Et aussi, en réalité, vous ne pouvez pas non plus comparer les transistors. Genre, un transistor n'est pas égal à un autre transistor, toujours, parce que derrière, des fois, par exemple, une architecture peut être plus efficace avec moins de transistors. C'est le cas actuellement d'AMD. En réalité, leurs processeurs Zen sont plus performants que Intel pour d'autres raisons que juste les transistors. Donc, yeah, c'est pour ça que vous avez ce genre de différence. Ça ne veut, en gros, la gravure, des fois, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Par contre, vous voyez que le 14 nanomètres, là, c'est sûr et certain, 45 millions, c'est beaucoup moins que le 7 nanomètres. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les processeurs Intel en 14 nanomètres, ils n'arrivent plus à suivre les processeurs AMD parce que là, c'est juste, vous voyez la différence, c'est x2, quoi. Il y a 2 fois plus de transistors dans un processeur AMD par millimètre carré. Mais par contre, le 10 nanomètres d'Intel, au final, se débrouille
pas si mal encore en termes de densité de transistors. Par contre, évidemment, AMD va passer aux 5 nanomètres. Donc là, par exemple, la puce M1 de Apple a 171 millions de transistors par millimètre carré. La prochaine puce d'Intel, que j'allais dire, de Apple en 3 nanomètres, fait par TSMC, encore une fois, aurait, de manière estimée, 292 millions de transistors par millimètre carré. C'est abusé. Et cette fameuse puce d'IBM, en 2 nanomètres, aurait 333 millions de transistors au millimètre carré. Donc, encore une fois, prenez 1 mm sur 1 mm, c'est très petit. Imaginez 333 millions de choses là-dessus. C'est juste... Quand je vous disais que un transistor commence à atteindre la taille d'un seul atome, c'est pour ça. Parce que c'est bientôt le cas si ça continue. Donc ouais, très 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 impressionnant. Pour ceux qui s'en foutent de tout ça en termes de tout ce qui est détail, évidemment, on va dire genre la taille des transistors et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de performance, meilleure efficacité énergétique, des puces plus petites pour votre smartphone, pour votre ordinateur, et du coup, c'est une très bonne chose. Et donc, ça veut dire que vous pourriez avoir les mêmes performances qu'une puce M1 de Apple, mais en utilisant 2 fois moins d'énergie. Et là, ça veut dire qu'on pourrait le mettre dans pas mal de trucs. Ça veut dire, par exemple, aussi que les smartwatches vont devenir beaucoup plus intéressantes parce qu'on pourra faire des puces puissantes, mais qui ne consomment pas beaucoup. Donc, c'est bon pour tout le monde et c'est l'évolution qu'on attend justement des processeurs. Mais, toutefois, on commence quand même à atteindre un mur. Je ne pense pas, honnêtement, qu'on ira beaucoup plus loin que le 2 nanomètres. Parce que là, on atteint, comme j'ai dit, une limite physique, en fait, qui est juste pas possible à vraiment outrepasser, en fait. Donc, il faudra voir si on va passer peut-être enfin à un meilleur matériau, peut-être, parce que là, on utilise du silicium, comme j'ai dit, qui est vraiment pas mal. Hein. Il a été très, très performant pour nous, pour faire des processeurs et tout ça. Mais le silicium n'est pas le plus efficace pour faire passer l'électricité. Il y a une certaine résistance naturelle, comme tous les matériaux, hein. Notamment même le cuivre qui conduit très bien l'électricité, il a une résistance naturelle. Il y a une partie de l'électricité qui passe à travers le cuivre qui est perdue. Le silicium, c'est la même chose. Et cette partie de l'électricité perdue, elle ressort sous forme de chaleur, forcément. Donc c'est pour ça que on essaye d'avoir un matériau qui conduit le mieux possible l'électricité. Et la prochaine étape là-dessus, ce serait le graphène. Ça fait des années qu'on parle de processeurs en graphène, on n'a toujours rien. Peut-être qu'on n'aura jamais rien en réalité parce qu'ils vont jamais y arriver. Mais une chose est sûre, s'ils veulent dépasser, à mon avis, le 2, voire même 1 nanomètre, il faudra quelque chose comme du graphène ou sinon c'est juste, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais bon, ça c'est leur problème. Nous, on a juste à en profiter derrière. Ensuite, on a une news sur la DDR5 qui continue de faire parler d'elle et notamment avec Corsair qui a teasé un kit qui devrait sortir, comme ils le disent, en fin d'année en 6400 MHz. Alors, il y a plusieurs trucs à déballer avec ça. Déjà, à mon avis, les processeurs ne supporteront pas ça par défaut. Il faudra overclocker la RAM. Donc, tenez-en compte. Pour information, Alder Lake, qui est la première architecture connue qui devrait supporter la DDR5, AMD devrait en avoir une. Cette du coup, architecture Alder Lake supporte pour information de la mémoire jusqu'à normalement 4800 MHz. Donc, 6400, c'est totalement de l'overclocking. Faut en tenir compte. Aussi, ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'à mon avis, ce kit-là sera le plus haut. Genre, ce sera le plus haut de gamme, donc il va coûter la peau des fesses aussi. Et puis aussi, dernier truc, qui ne parle jamais, c'est que quand vous parlez de RAM, c'est toujours la même chose. C'est fréquence, fréquence, fréquence. Mais ça ne veut rien dire. Il y a un deuxième paramètre très important avec la RAM, c'est les timings de cette RAM. Donc, par exemple, quand vous regardez un kit, vous êtes en mode « Oh, c'est un kit à 3200 MHz en CL14 ou CL16 ». Le CL, c'est les timings. Il y a encore d'autres sous-timings derrière qui sont très importants, et ça aussi les gens l'ignorent. Mais du coup, ces timings définissent le temps de réponse de la RAM. Vous pouvez avoir une RAM très rapide, genre quand elle doit transférer des données, elle le fait très rapidement, mais elle a des problèmes de timing. Donc ça veut dire qu'elle est très rapide, mais elle est lente à réagir en quelque sorte. Et ça veut dire que, vous devez bien vous en douter, vous n'aurez pas forcément des meilleures performances. Ça ne sert à rien d'être hyper rapide si vous prenez 3 heures à démarrer. Donc, il faut un équilibre entre les deux. Et là, le truc, c'est qu'on ne sait pas cet équilibre. On ne sait pas les timings sur cette RAM. Ils ne l'ont pas dit forcément. Eux, ils
Ils veulent juste un petit peu faire de la pub. Donc, ils annoncent la plus haute vitesse possible parce que les gens, quand ils pensent RAM, ils pensent vitesse. Donc, ça, c'est un truc qu'il faudra tenir compte avec la DDR5. C'est que vous devez vous attendre à avoir des moins bons timings. Comme la DDR4 avait des moins bons timings que la DDR3, qui avait des moins bons timings que la DDR2. C'est juste une évolution logique. Quand vous augmentez la fréquence, vous devez avoir des timings moins serrés, justement. Et du coup, il faut équilibrer les deux. Normalement, l'augmentation de fréquence apportée par la DDR5 devrait outrepasser ce déficit qui est dû à cette augmentation des timings. Mais dans un premier temps, ce ne sera peut-être pas le cas. Vous allez peut-être avoir un kit de DDR5 qui ne sera pas plus rapide qu'un kit de DDR4. Ça pourrait totalement arriver. Il y a aussi d'autres trucs qu'il faut tenir compte. C'est que, encore une fois, il faut que les processeurs le supportent et que ce ne soit pas juste de overclocking. Il faudra avoir aussi la fréquence, genre, des premiers kits DDR5 qui sortiront. Parce que, par exemple, vous l'avez sur ce graphique, la DDR4, là, il annonce à 3200 MHz. Au niveau des chiffres de bande passante, vous voyez, genre, oh, la DDR4 à 3200 MHz, c'est 26 gigas à la seconde. La DDR5 en 6400 MHz, c'est 51 gigas à la seconde. La DDR3 en 2133 MHz, c'est 17 gigas à la seconde. Mais le truc qu'ils ne disent pas derrière, c'est que quand la DDR4 est sortie, elle était à 2133 MHz. Moi, je me souviens que les premiers kits de DDR4, c'était 2133 MHz. J'en ai encore là. Et il y en avait même en 1866 MHz, donc encore plus lent. Et qu'à côté de ça, les meilleurs kits DDR3 à la sortie de la DDR4, ils atteignaient les 2800 MHz. Donc, c'est-à-dire que vous aviez des kits de DDR3 qui étaient plus rapides que de la DDR4. Donc, c'est pas parce que le chiffre est plus haut que c'est forcément meilleur. Donc, c'est pour ça que je dis, prenez tout ça avec des pincettes. Quand la DDR5 va sortir, ça va être mixte au niveau des résultats. Normalement, ça sera plus performant, mais ce sera beaucoup plus cher, certainement. Et puis, il faudra prendre les bons kits et pas les mauvais kits, parce qu'il y aura certainement des mauvais kits. Et il y aura aussi des petits problèmes peut-être dus à la sortie aussi, d'instabilité. Ça peut toujours arriver, ça. Donc, franchement, si vous contemplez ça, si vous regardez tout ce marketing sur la DDR5, il va en avoir énormément. Préparez-vous à ça. Genre, ils vont vous vendre le fait que la DDR5, c'est une révolution, que c'est génial, que ça change le monde. Non, ça va augmenter les performances à terme, mais ça va pas juste d'un coup faire x2 performance ou je ne sais quoi. Non, c'est juste pas possible. Donc, tenez-en compte. Et tenez compte aussi de l'augmentation des coûts, par contre, parce que la DDR5 va coûter plus cher, c'est sûr et certain. À terme, elle sera moins chère. Elle permettra d'avoir plus de densité au niveau de la RAM, notamment monter jusqu'à des modules de 128 Go par barrette, donc c'est plutôt cool. Mais dans un premier temps, ce sera mixte comme résultat. Un peu comme quand la DDR4 est sortie. Honnêtement, quand la DDR4 est sortie, des fois, il valait mieux prendre la DDR3. Alors du coup, pour ceux qui sont en mode « je veux un PC future-proof », le truc c'est qu'à part si vous faites un PC ultra haut de gamme, la DDR4 pour du milieu de gamme, c'est largement suffisant. Vous êtes limité par votre processeur, vous êtes limité par votre carte graphique. C'est comme d'habitude, je le dis souvent, c'est que quand on voit des tests de processeurs, oui, on vous dit wow, le 5900X, c'est le meilleur processeur. Le 5600X, il est moins performant. Mais en réalité, la différence de prix entre les deux fait que vous prenez une meilleure carte graphique et genre, voilà, vous avez compensé la différence. Ça va être la même chose avec cette RAM. Le truc, c'est qu'aussi bien prendre une meilleure carte graphique fera que vous aurez des meilleures performances. Donc, yep, tenez-en compte, si vous arrivez à acheter une carte graphique en tout cas. Donc, moi, personnellement, j'attendrai pas la DDR5, à part si vous voulez faire vraiment un PC haut de gamme, vraiment très haut de gamme, ou très future-proof, et que vous pouvez encore attendre. Si vous pouvez encore attendre, ça fait pas de mal. Surtout que de toute façon, les cartes graphiques sont pas en stock. Mais ouais, ne vous attendez pas à une révolution avec la DDR5. Je préviens encore une fois. En parlant de choses qui ne vont pas révolutionner vraiment le monde, vous avez aussi Nvidia qui a annoncé les 3050 Ti et 3050, RTX 3050 d'ailleurs, donc avec de ray tracing, pour ordinateur portable. Donc ouais, pour ceux qui s'attendaient à peut-être une carte graphique qu'ils peuvent acheter, non, c'est pour ordinateur portable. Ma foi, la bonne nouvelle par contre pour les ordinateurs portables jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a du stock déjà. Les prix sont raisonnables aussi. Donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas trop intéressé par un PC fixe, en ce moment, acheter un ordinateur portable avec une carte RTX, c'est pas trop mal. Surtout avec les RTX 3000, forcément, vu qu'elles sont beaucoup plus performantes. AMD aussi devrait sortir des processeurs, plutôt des cartes graphiques mobiles bientôt, donc ça aussi, ça devrait apporter un peu plus de concurrence. En attendant, ces 3050,
elles sont pas hyper impressionnantes selon moi. Genre d'un point de vue pur spec, la 3050 Ti a 2560 coups d'accord par rapport à la RTX 3060 qui, je vous rappelle, la version laptop est plus performante que la version non laptop. En tout cas, d'un point de vue pur spec, elle a 3840 coups d'accord. Et du coup, il y a un gros espace en fait. Hein. Quand vous regardez, il y a de la place pour une autre carte graphique entre les deux. Et pourtant, ils ont déjà fait une TI. Donc, est-ce qu'ils feraient une RTX 3060 moins puissante? Enfin, ce serait un peu bizarre. Donc, ouais, il y a un énorme gouffre. Et il y a aussi un gouffre en termes de RAM. Parce qu'elle a 4 Go de GDDR6, qui est beaucoup moins que les 6 Go ou 8 Go de ses grandes sœurs. Donc, ça veut dire, honnêtement, c'est une carte pour du 1080p grand maximum. Ce qui est la plupart des ordinateurs portables de toute manière. Mais je ne m'attendrai pas non plus à des méga performantes dans les jeux qui requièrent beaucoup de RAM vidéo. Et aussi en termes de pur spec, honnêtement, je pense que honnêtement, ces 3050 et 3050 Ti ne devraient pas être beaucoup plus performantes qu'une 2060. Toutefois, il y a un truc qu'il faudra voir qui est très important, c'est l'enveloppe thermique de ces cartes. Et ça, je dois faire une vidéo là-dessus parce que c'est le bordel à l'heure actuelle. Mais en gros, ces cartes peuvent aller de 35 watts à 80 watts. Ok. Donc ça veut dire que n'importe quel constructeur peut être en mode « Oh, moi je vais faire un ordinateur portable avec la version 35 watts. » Donc je vais configurer la carte à 35 watts. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas monter plus haut. Et du coup, vous allez avoir des performances genre pas incroyables avec 35 watts. Et à côté de ça, un autre constructeur va mettre un modèle 80 watts. Et là, vous allez avoir genre littéralement plus de 2 fois plus de performance parce que vous avez 2 fois plus de consommation. Donc si la carte graphique peut consommer plus, ben, elle a une meilleure fréquence. Si elle a une meilleure fréquence, vous avez plus de FPS. C'est juste logique. Donc, il va y avoir des énormes différences. C'est x2 ici en termes d'enveloppe thermique. Hein. Donc, et le problème, et vous le voyez directement, c'est que ces specs-là, vous ne les verrez pas sur les sites de vente. Vous allez aller sur un site, ils vont vous dire « Oui, cet ordinateur portable a une 3050 Ti. » Et puis vous allez regarder l'autre ordinateur portable à côté, il a une 3050 Ti. Mais il y en a un qui sera à 35 watts et l'autre qui sera à 80 watts. Et vous ne le verrez pas. Et pour information, on en avait parlé, il me semble, par le passé, Nvidia a obligé les partenaires à mettre l'enveloppe thermique utilisée par les cartes graphiques. Le problème, c'est que ça fait plusieurs semaines maintenant, ça fait même plusieurs mois qu'ils ont obligé les partenaires à l'avoir fait, donc c'est-à-dire Asus, MSI, tout le tralala, et la plupart ne l'ont pas fait. Genre, j'ai déjà regardé, et c'est pour ça que je dis, j'ai une vidéo qui arrive là-dessus, où en gros, je dis aux gens, faites très attention en achetant un ordinateur portable avec une RTX 3000, regardez à ça, c'est très important, parce que il n'y a aucune bonne indication. Pour information, en fait, ce qu'a fait Nvidia ici, et je suis vraiment pas fan de ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est bien, mais c'est pas bien. Mais en gros, ils ont arrêté de faire des Max-Q et des versions non Max-Q, en gros. Des Max-P aussi qui avaient, c'est maximum performance, et Max-Q, c'était maximum efficacité. Et bien, maintenant, ils font juste une carte. Ils font une 3060. Et puis après, c'est MSI, Asus, Gigabyte, peu importe la marque, qui dit « Hey, moi, je vais la mettre à 40 watts. Et moi, je vais la mettre à 80 watts. » Ils ont une plage de réglage qu'ils peuvent utiliser. Ils ne peuvent pas aller plus bas que la plage recommandée par Nvidia et ils ne peuvent pas aller plus haut non plus, mais ils peuvent mettre ce qu'ils veulent entre les deux. Et du coup, comme je vous ai dit, on ne sait jamais ce qu'ils mettent des fois. Donc là, j'ai vu beaucoup de cas où vous avez un ordinateur portable. Le pire que j'ai vu, c'est le Aorus 15G, version 2021, qui a une RTX 3080. Il a une version 80 ou 90 watts de la 3080 et la version RTX 3070 du Aorus 15P, qui sont deux ordinateurs très proches en réalité. Le 15P, lui, a une RTX 3070, mais qui monte jusqu'à 140 watts. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La version 3070 est plus performante que la version 3080. Donc là, vous êtes en mode... Quoi? Juste illogique quand on y pense. Une 3080 devrait être plus performante qu'une 3070. Mais non. Donc ouais, beaucoup de confusion là-dessus, beaucoup de problèmes, et du coup, cette carte ne va pas aider à ça. Genre, de 35 à 80 watts, c'est deux choses totalement différentes. C'est comme si je vous disais que la colline à côté de chez moi était une montagne, et qu'un Suisse me disait que lui aussi, il a une montagne à côté de chez lui, sauf que lui, il a une montagne qui est littéralement 2 fois plus grande. Donc, c'est pour dire à quel point il y a une énorme différence. Donc, yep. Attendez-vous à cette vidéo qui parle de ça. Je donnerai des astuces dans la vidéo pour trouver l'enveloppe thermique de ces cartes graphiques. C'est très important.
forcément, je vous rappelle. Et du coup, ben oui, c'est à peu près tout. Ensuite, on a une petite news justement au niveau de l'augmentation des prix qu'on a vu ces derniers temps. C'est assez triste à voir en réalité, mais il y a eu ces graphiques-là qui ont été faits par Videocart sur l'augmentation de prix que j'ai pu voir aussi par moi-même et je peux confirmer que c'est à peu près ça. Mais en gros, vous avez à partir de janvier 2021 jusqu'à mai 2021 et vous voyez l'explosion des prix littéralement. Donc par exemple, une RTX 3070 est passée de 769 € à 1049 € en janvier, qui est beaucoup plus cher évidemment que son prix normalement de 519 € annoncé par Nvidia. Mais évidemment, les modèles custom, eux, sont plus à 500, 600 €. Donc vous voyez que c'était déjà une bonne augmentation. Mais maintenant, c'est passé au mois de mai à 1400, 1600 €. Et du coup, le truc malheureux avec tout ça, en fait, c'est que cette évolution va vraiment dans le mauvais sens. Il y en a qui pourraient se dire, oh, c'est stable, genre la situation est pas très bonne, mais c'est stable. C'est pire en fait. La situation n'est pas stable, elle est de pire en pire en fait. Le prix ne fait qu'augmenter. Donc là, notamment, une RTX 3080, maintenant, vous la voyez à 3000 €. Et là, vous êtes en mode, what? Et vous avez des 3090 qui montent jusqu'à 3199 €. Donc c'est au final pas beaucoup plus cher qu'une 3080, ma foi. Donc ouais. Et ça, c'est les prix officiels sur les boutiques de vente. Et c'est ça que vous devez tenir compte. C'est pas les prix genre sur eBay ou autre chose. C'est les prix sur LDLC et tout ça. Surtout LDLC, à mon avis. Surtout les gros prix. Ça doit être LDLC. Quand vous voyez deux marges, hein, LDLC doit être plutôt proche de la plus grosse marge. Enfin bref. Donc, yep, c'est la merde. On peut le dire. Hein. Excuse-moi du terme, mais c'est vraiment le cas. Et ça semble pas s'améliorer. Ça semble vraiment pas s'améliorer. Donc, pour moi, c'est désastreux. Rien que d'un point de vue, genre, ben, ça fait chier, en fait. Pour quelqu'un qui voudrait se faire un petit PC pour se passer du bon temps, se détendre et tout ça, surtout vu tout ce qui se passe en ce moment, mais ils peuvent même pas, en fait. Et ça fait vraiment chier. C'est embêtant aussi pour ceux qui en ont vraiment besoin pour travailler, qui ne peuvent littéralement pas trouver de PC fixe. Il y a quelques solutions. Hein, il y a des possibilités d'acheter des PC prémontés où là, vous payerez moins cher, mais c'est quand même plus cher. Où là, vous devez acheter tout le PC, mais au moins, vous avez la carte graphique, forcément. Ça peut être une solution. Ou alors, vous avez la solution des ordinateurs portables, encore une fois, où là, ben, il y a du stock. C'est cher, forcément, par rapport à un ordinateur fixe, mais au moins, il y a du stock. Et en réalité, c'est tellement cher d'un point de vue prix à l'heure actuelle au niveau des cartes graphiques que acheter un ordinateur portable est genre rentable. C'est ça qui est ironique, c'est genre réellement rentable. Mais bon, ça ne vaut pas un ordinateur fixe, donc yep. En gros, c'est la merde et ça continue d'être la merde de plus en plus. Et j'en suis vraiment désolé, mais il n'y a rien qu'on puisse faire honnêtement. Maintenant, quelques news encore au niveau de nouvelles cartes graphiques qui vont arriver. Nouvelles cartes graphiques que vous ne pourrez pas acheter évidemment, que personne ne pourra acheter vu qu'elles seront hors stock dès la sortie, mais la 3080 Ti arrive bientôt, elle devrait être annoncée dans une quinzaine de jours. Elle a été repoussée plusieurs fois évidemment. Et vous avez des rumeurs encore sur cette fameuse 3070 Ti qui devra arriver aussi. Et ça, c'est la première fois vraiment qu'on a une meilleure confirmation là-dessus. Jusqu'à maintenant, c'était extrêmement rumeur. Ça reste toujours des rumeurs, mais là, ça commence à se profiler au fil du temps. Et du coup, cette 3070 Ti, pour information, aurait le full GPU GA104, qui est utilisé aussi dans la 3070, mais qui a du coup quelques coups d'accord d'enlever. Normalement, une 3070 normale a 5888 coups d'accord. Cette RTX 3070 Ti aurait le full GA104, comme j'ai dit, et qui aurait du coup 6144 coups d'accord. D'ailleurs, si ça vous fait penser à quelque chose, ce chiffre, vous ne rêvez pas. 6144 coups d'accord, c'est exactement le nombre de coups d'accord qu'a une RTX 3080 mobile. Yes, 6144 coups d'accord. Donc, en gros, je pense que ils ont accéléré la production de cette puce forcément pour faire notamment des ordinateurs portables et du coup ils commencent à en accumuler assez pour faire des cartes graphiques, plus de cartes graphiques pour PC fixe certainement, et du coup c'est une autre façon d'utiliser ces puces qui sont bonnes, parce que évidemment celles qui sont un peu moins bonnes ils les réservent pour une 3070, mais celles qui sont très bonnes ils peuvent les réserver pour la 3080 mobile. Mais comme la 3080 mobile coûte assez cher, peut-être qu'ils en ont trop sous la main et du coup, ils vont faire une 3070 Ti. Et du coup, il aurait 8 Go GDDR6X pour information et du coup des specs
assez similaire à la 3070, mais vu l'augmentation de coût d'accord et de bande passante de RAM, honnêtement, elle devrait être... Ouais, elle devrait être... comme la 3070 est au niveau d'une 2080 Ti, là, elle devrait clairement dépasser la 2080 Ti. Elle devrait être certainement 10% minimum plus performante que cette 3070, ce qui est pas mal. Si en tout cas elle était en stock et qu'elle était vendue pas beaucoup plus cher. Mais on sait bien que ces deux trucs ne seront pas du tout le cas. Donc normalement une 3080 c'est 699$, une 3070 c'est 499$, ou 719 et 519 euros si vous préférez. Du coup cette 3070 Ti devrait être en toute logique à mon avis, connaissant Nvidia, ils vont la mettre à 599$, donc ça donnerait 619 euros pour un modèle Founder Edition, s'il existe. Et si Nvidia a du stock. Mais ce ne sera pas le cas. Donc ouais, voilà, plus de cartes graphiques que vous ne pourrez pas acheter encore une fois. C'est assez embêtant. Ensuite, on a encore plus de news de cartes graphiques que vous ne pourrez pas acheter. Yes, c'est génial. Alors, la RX 6600 commence à se montrer. Elle aurait 8 Go de GDDR6 pour information. Elle a un slot x8 au niveau PCI Express d'ailleurs. Elle sera toujours en x16 niveau physique, mais c'est juste que il y aura la moitié des tracés sur le slot qui seront utilisés. Très commun sur les cartes graphiques milieu de gamme si vous ne savez pas. Ça pourrait avoir des implications d'ailleurs pour ceux qui utilisent des Ryzen PCI Express 3.0, mais bon, ça c'est plus spécifique. Du coup, c'est la 6600 qui est un petit peu leakée ici au niveau spec. On a aussi la 6600 XT qui devra arriver. Et je vous rappelle qu'il y avait aussi des rumeurs d'une 6700, genre non XT, mais ça, on n'en a pas plus d'informations pour le moment. Du coup, cette 6600 aurait 1792 cœurs d'exécution, ce qui est... Alors, ne pas comparer avec les coûts d'accord. Si vous voulez vraiment comparer ici, vous avez la 6900 XT, on a 5120, et la 6900 XT est pratiquement aussi performante qu'une 3090, dans la plupart des cas en tout cas. Donc, ça vous permet de resituer. Donc là, ça veut dire qu'elle a moins de la moitié de la 6900 XT. Donc, ça veut dire qu'elle reste quand même pas mal niveau puissance. On a vu la 3050 avant, et je vous rappelle que la 3050 avait 2000 et des coups d'accord, comparé aux 10 000 coups d'accord d'une RTX 3090, c'est genre 4 fois moins. Donc là, on est encore raisonnable en termes de genre diminution de coups d'accord. Donc c'est clairement une carte qui devrait être plus performante qu'une 3050. Donc qu'est-ce que ça donnerait d'ailleurs pour ceux qui se demandent niveau performance? Probablement pour la 6600 XT au-dessus d'une RTX 2060, et pour la 6600 un peu au-dessus d'une 2060, ce qui est en réalité un peu décevant et qui... Bon, il faudra voir évidemment ce que ça va donner, mais je parle de ça en tenant compte de la 6700 XT. La 6700 XT avec 2560 cœurs, elle est plus performante qu'une RTX 2070 normale et elle est pas très loin d'une 2070 Super. Donc, c'est-à-dire que si on passe de 2560 cœurs à 1700, bon, évidemment, il y a une augmentation de fréquence par contre, donc ça pourrait compenser, mais ça veut dire qu'on devrait, oui, être au niveau de performance certainement d'une RTX 2060 en fait. Peut-être au-dessus. Si c'est au-dessus, ça va, mais si c'est au même niveau, ça veut dire qu'elle sera au même niveau qu'une fameuse RX 5600 XT qui est sortie là, pratiquement 2 ans. Et ça, on l'a déjà vu aussi chez Nvidia, notamment avec la RTX 3050, mais genre AMD et Nvidia ont sorti des grosses cartes graphiques haut de gamme hyper performantes. Genre vraiment, il y a un bon gain de performance cette génération aussi. Genre la 3080, normalement, genre quand la 2080 est sortie à l'époque, elle n'était pas plus performante qu'une 1080 Ti. Elle était censée remplacer au même prix. Quand la 3080 est sortie, elle était plus performante qu'une 2080 Ti. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Elle était vraiment plus performante. Mais après, ce qu'on a vu, en fait, c'est que le haut de gamme a vraiment eu un énorme boost de performance et même une diminution de prix, enfin, sans tenir compte de tous les problèmes de stock. Et puis après, plus on descendait en milieu de gamme, plus ce boost de performance fondait comme neige au soleil. Donc, il y a quand même un boost, mais vu qu'il n'y a aucun stock en ce moment, ce boost est genre totalement effacé et ne veut plus rien dire. Honnêtement, franchement, d'un point de vue prix-performance, vous seriez mieux en début 2020 avec des RTX 2060 et 2070 qu'à l'heure actuelle avec des cartes graphiques que vous ne pouvez pas acheter. C'est pour dire à quel point c'est juste abusé. Donc pour ceux qui ont acheté d'ailleurs des 3070 et tout ça dès leur sortie, même 200 € plus cher, au final vous n'êtes pas trop mal, hein. Franchement, il ne faut pas déconner. Il y a peut-être des gens qui se sont moqués de vous, mais vous
vous avez fait plutôt un bon deal en réalité quand on voit tout ce qui se passe. Bref. Le plus intéressant selon moi au niveau de ces cartes, c'est qu'elles auraient un TDP beaucoup plus bas, donc une enveloppe thermique beaucoup plus basse. Elles devraient utiliser seulement un 6 pins, et du coup, c'est-à-dire qu'elles seront parfaites pour des petits PC ou même des builds mini RTX, et toujours en ayant un bon niveau de performance. C'est moins de consommation d'ailleurs qu'une RTX 2060, donc ma foi, c'est plutôt pas mal. Mais bon, je m'attends pas à ce qu'elles soient incroyables, et surtout, je m'attends pas à ce qu'elles soient en stock, de toute manière, donc on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, nous avons une news au niveau du Bitcoin qui a eu quelques déboires ces derniers jours. Pour information, c'est surtout venu de Elon Musk qui a annoncé un truc assez choc sur Twitter, mais pendant un moment, Tesla a acheté 1,5 milliard de Bitcoin pour pouvoir accepter des paiements en Bitcoin pour leur voiture. Donc, c'est-à-dire que vous pouviez acheter une Tesla avec des Bitcoins, ce qui est plutôt cool quand on y pense. Et du coup, ils sont revenus sur cette décision à partir de ce tweet de Elon Musk. Pourquoi? Parce que selon Elon Musk, et en réalité, c'est pas juste selon lui, c'est vérifié, le Bitcoin utilise trop d'énergie. Et souvent, le Bitcoin est miné avec de l'électricité qui vient de pétrole, de charbon. Vous avez beaucoup de Bitcoin qui est miné en Chine notamment, et la plupart de l'électricité de la Chine vient soit de l'hydroélectrique, donc ça va, ou soit de centrales à charbon. Et du coup, on va être honnête, c'est un peu hypocrite de la part de Tesla, une entreprise qui dit vouloir régler ce problème de dépendance énergétique au pétrole en passant à la voiture électrique qui peut être alimentée par des panneaux solaires. Mais c'est un peu ironique au final qu'ils acceptent des bitcoins qui ont été minés avec du charbon, quand on y pense. Donc ils sont revenus en arrière là-dessus. Pour info, pour ceux qui se demandent justement pour cette consommation électrique, donc le Bitcoin est très dur à miner en ce moment. Vous pouvez même plus le miner avec une carte graphique depuis des années maintenant. Vous devez avoir des async miners qui sont spécifiques. C'est des PC faits pour miner en quelque sorte. Et du coup, ils coûtent cher, consomment beaucoup d'électricité forcément, mais ils sont très puissants derrière. Et du coup, ça permet de miner des Bitcoins de manière raisonnable, mais ça consomme beaucoup d'électricité forcément. Donc, le problème avec le Bitcoin, c'est qu'actuellement, le Bitcoin, et pour ceux qui ne savent pas, il existe évidemment énormément de cryptocurrency. Donc, il y en a qui pourraient se poser la question, hey, pourquoi on ne fait pas une cryptocurrency où quand les gens, en fait, au lieu de faire juste des opérations mathématiques qui ne servent à rien, notamment pour le Bitcoin, pourquoi on ne ferait pas des calculs de protéines pour la recherche, par exemple, ce genre de choses? Il existe en réalité déjà des crypto-monnaies qui font ça. Et pour information, toutes les crypto-monnaies ne sont pas orientées genre vous devez utiliser énormément de puissance. Il y en a qui sont orientées aussi au niveau stockage, c'est-à-dire que vous devez utiliser du stockage pour genre miner des cryptocurrencies en quelque sorte. Ça dépend d'une cryptocurrency à l'autre parce que vous pourriez regarder le Dogecoin, l'Ethereum et le Bitcoin et vous dire « Ah, c'est la même chose ». Non, il y a des énormes différences des fois. C'est juste pas du tout la même chose. Les créateurs de chaque cryptocurrency ont fait à leur manière, en quelque sorte. Donc, peut-être que c'est ce qu'a dit Elon Musk. Ils ont dit qu'ils voudraient chercher une alternative au Bitcoin qui utilise beaucoup moins d'énergie, genre 0,1% de l'énergie qu'ils disaient. Donc, c'est pour dire à quel point. Enfin, fois 0,1 plutôt. Donc, c'était 1% de l'énergie du Bitcoin. Parce qu'actuellement, le Bitcoin, genre, c'est abusé en termes de consommation. C'est plus de consommation que les plus petits pays du monde. C'est pour vous dire à quel point. Donc, là, on verra bien s'ils arrivent à trouver une alternative. Il me semble l'Ethereum n'est pas une bonne alternative en termes d'efficacité énergétique, surtout en ce moment, parce que comme l'Ethereum a beaucoup augmenté au niveau prix et il y a beaucoup de gens qui en minent, la complexité a explosé. Donc, ça veut dire qu'il faut encore plus de temps pour en miner. Du coup, ça, c'est pas forcément... Voilà, c'est pas forcément le plus efficace au niveau énergétique et pour ce que recherche Elon Musk ici. Le Dogecoin non plus pour le moment. Il n'est pas le plus efficace. Il est plus efficace que l'Ethereum, mais pas encore trop. Donc peut-être que Elon Musk est en train de préparer le terrain pour créer sa propre cryptocurrency. C'est tout à fait possible. Il y avait des news aussi comme quoi Elon Musk se dit être le père du Dogecoin. Le Dogecoin, c'était une cryptocurrency créée un peu pour le troll à la base. Et pourtant, à côté de ça, elle a beaucoup augmenté au niveau prix. Elle a rebaissé aussi au niveau prix récemment. Et il y a même une mission qui va se faire avec SpaceX où cette mission lunaire sera payée en Dogecoin. Donc, ma foi, c'est plutôt intéressant. Mais bon, bref. Tout ça pour en arriver au niveau du fait que il faudra voir ce qu'ils vont utiliser.
personnellement, j'espère vraiment que... Je pense que... J'ai déjà dit plusieurs fois, personnellement, je n'ai rien contre les cryptocurrencies, mais deux problèmes avec les cryptocurrencies, c'est l'utilisation d'énergie et aussi le côté, justement, où ça peut... toute cette puissance de calcul niveau carte graphique qui est utilisée pour littéralement rien, on va être honnête. Si encore ça faisait quelque chose d'utile, voilà, mais là non, ça fait rien d'utile. Donc j'espère vraiment qu'on va passer à une cryptocurrency plus intéressante, franchement. Une cryptocurrency qui permet d'avoir un effet positif derrière. Encore une fois, peut-être du calcul de protéines et tout ça derrière. Et à chaque fois que vous faites des calculs de protéines, vous êtes récompensé avec un petit peu de crypto derrière. Ça pourrait être intéressant. Peut-être que l'Ethereum pourrait s'orienter là-dessus pour la version 2.0. Même si ça aussi, c'est un autre débat en polémique. Il y avait aussi un autre, du coup, une conclusion qu'on pouvait tirer de tout ça, c'est que malgré le fait que Tesla était l'une des premières grosses entreprises à accepter les bitcoins pour les paiements, il y en a plein d'autres, évidemment, ils sont revenus en arrière. Donc, c'est-à-dire que le futur du bitcoin en tant que genre monnaie est pour moi très flou, encore une fois. C'est un fonds d'investissement. Soyons honnêtes, le Bitcoin, c'est un fonds d'investissement. Vous ne regardez pas le Bitcoin en vous disant « Ah oui, je vais prendre des Bitcoins et puis je vais acheter des pizzas avec. » Non, personne ne fait ça. Enfin, il y en a qui le font forcément, mais la plupart des gens qui ont des Bitcoins, la grande majorité des gens qui ont des Bitcoins, c'est juste parce que c'est un investissement. Ils achètent des Bitcoins, ils attendent qu'il augmente de prix et puis ils le revendent. C'est tout. Et du coup, ça remet encore plus, selon moi, en question l'utilité du Bitcoin comme une monnaie, en fait. Personnellement, je ne voudrais pas... Genre, vous imaginez, vous acceptez les Bitcoins pour votre business, OK? On vous paye en Bitcoin pour simplifier les calculs, parce que, genre, acheter n'importe quoi, ce serait, vu le prix du Bitcoin et encore à l'actuel, si vous achetez quelque chose, vous payez 0,0001 Bitcoin, mais bon. Imaginons que vous payez un Bitcoin quelque chose, et puis le lendemain, donc vous avez été payé un Bitcoin, ok, c'est génial, vous continuez votre business. Et le lendemain, le Bitcoin a perdu 2 fois de sa valeur. Donc maintenant, vous avez la même quantité d'argent, hein, toujours vous avez un Bitcoin, mais en fait, ça vaut 2 fois moins que hier. Donc vous êtes en mode, what? Et puis le jour d'après, ça vaut 2 fois plus. C'est pas... Vous pouvez pas construire un business là-dessus, je suis désolé. Quand vous êtes Tesla, vous pouvez, parce que Tesla est une énorme entreprise, ils vont juste garder leur Bitcoin de côté jusqu'à quand ça augmente au niveau prix. Mais un petit business ne peut jamais genre, opérer correctement avec ça. Et pour information, c'est ce qui est arrivé au final, parce que le Bitcoin est monté jusqu'à 63 000 $ et il est redescendu à 45 000. C'est une énorme différence. Bon, après, vous ne laissez pas avoir, il est toujours très haut, comme vous pouvez voir si on met le graphique sur un an. Aussi, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que le Bitcoin c'est fini, ça va chuter, puis plus personne ne va l'utiliser. Non, ça va augmenter. Et à mon avis, d'ici quelques mois, il sera à 100 000 $. Ça ne m'étonnerait vraiment pas. Mais ça ne change pas le fait que, yep, il y a des énormes différences. Cette énorme différence, vous voyez que là, c'est une énorme différence sur quelques mois à peine. Pour quelqu'un pour une grosse entreprise, c'est pas grave ça. Ils peuvent attendre quelques mois le temps que ça remonte de prix et que ce soit même plus cher et qu'ils se fassent de l'argent. Mais une petite entreprise ne peut pas vivre au jour le jour comme ça. C'est juste pas possible. Donc c'est ça que je dis que pour moi, le Bitcoin, je suis pas convaincu en tant que monnaie. C'est trop yo-yo, c'est trop fonds d'investissement. Plus ça va augmenter, évidemment, plus ce sera stable. Plus il y a de gens qui utilisent du Bitcoin, plus c'est stable, forcément, parce qu'il y a moins de réactions panique, on va dire. Mais il y en a toujours. Genre, ça, c'est un bon exemple. Il y a une énorme réaction panique ici. Les gens ont commencé à vendre à max leur Bitcoin parce qu'ils se disent « Oh, ça chute, c'est fini ». Même si on sait que ça va augmenter. Mais, yep, c'est juste pour dire, quoi. Donc, on verra bien. Une chose est sûre, je pense qu'on peut faire mieux au niveau cryptocurrency, clairement. J'espère vraiment, selon moi, qu'on va passer à quelque chose de plus utile pour tout le monde, qui aide la science, qui aide les gens directement, et pas juste consommer d'énormes quantités d'électricité juste pour dire que voilà. Donc bref. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour un prochain Texama Show et je vous dis ciao ciao.